Raula Libre, le média indépendant do país Nissar. Et bonjour à tous, nous sommes au Café des Aiglons pour retracer le parcours d'aujourd'hui de Thierry Massa, qui est un ancien joueur du gym, et ça se passe tout de suite. Pour recevoir Thierry, on va vous applaudir bien fort, on va vous remercier d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Alors, bonne serra à tous et benvenuti à Café des Aiglons. Donc, bienvenue à tous au Café des Aiglons. On reçoit aujourd'hui un joueur emblématique, Thierry Massa, qui était ailier gauche à l'époque. Absolument. Ailier gauche, et puis vous avez participé, donc vous avez passé une très très grande partie de votre carrière à l'OGC Nice. Vous avez démarré tout petit. C'est exact, à l'âge de 10 ans, en 1963. Alors vous êtes né le 15 décembre 1953 à Nice. À quel hôpital vous êtes né, vous savez? Non? À l'hôpital, je ne sais pas. Non, je ne le sais pas, mais en tous les cas, je suis niçois. C'était Saint-Roch? Oui, peut-être. Oui. Peut-être. C'est possible. Alors vous avez commencé en poussin, donc à l'époque c'était les poussins, maintenant c'est les U10, on appelle ça. Et puis vous avez été sélectionné en équipe de France, de jeunes aussi, vous me disiez que c'était un bon souvenir, en minime, en cadet, en junior. Et puis donc racontez-nous un petit peu votre jeunesse, toute cette partie de votre jeunesse à l'OGC Nice. Alors, ma jeunesse à l'OGC Nice, elle a commencé. C'est un homme qui s'appelle Copsurferi qui m'a contacté à l'école pour que j'aille faire une détection dans un quartier de Nice. Et de cette détection, j'ai été sélectionné et j'ai commencé en poussin, puisqu'à l'époque, n'existait pas les débutants, les pré-débutants, ça commençait en poussin. Et donc ensuite, j'ai gravi les échelons, toujours grâce à Copsurferi, qui s'occupait aussi du district et de la ligue au niveau football. Oui, c'est un formateur très connu à l'OGC Nice. Enfin. Absolument, oui. C'est le plus grand formateur de l'OGC Nice. Et donc Minime Sud-Est, Cadet Sud-Est, équipe de France Junior, avec un tournoi de Roubaix gagné dans les années 72. Et alors je me rappelle de ce tournoi parce qu'il y avait des Martiniquais qui venaient jouer, mais à Roubaix, c'est pas la Côte d'Azur, il pleut tout le temps. Et ils n'avaient pas de crampons, ils étaient en moulé, donc ça glissait tout le temps. Et à l'époque, il y avait Jean Vion, que tout le monde connaît, qui jouait avant-centre. Et qui après a joué arrière droit pour l'équipe de France et à Saint-Étienne notamment. Exactement, voilà. Gérard Jean Vion. Gérard Jean Vion, absolument. Et puis alors vous viviez à Gorbella, pas très loin de Ray en fait. Voilà, j'étais un enfant de Gorbella et on avait le stade du Ray à nos côtés et on allait jouer dans le jardin à côté du stade pour s'amuser. Donc vous alliez, donc ça a dû vous faire bizarre d'être dans les tribunes pendant votre enfance et d'un seul coup de fouler la pelouse, ça a dû être quelque chose. C'était un rêve parce que mon père m'amenait au stade et j'allais voir jouer Santos, Giner, des anciens Isnar, Cérus. Et j'ai pu jouer, je sais pas, 8-9 ans après avec Isnar qui était encore là, Chorda qui était encore là, des anciens que j'ai vu jouer, que je me régalais à avoir joué. Et puis alors donc votre premier match, c'est ce que vous me disiez, vous l'avez joué contre Liège, c'était à l'époque la Coupe des villes des foires, alors c'était un peu entre l'Intertoto et l'UEFA, enfin c'était une compétition européenne, donc c'était Jean Snella l'entraîneur qu'on a reçu d'ailleurs ici même. Alors quel souvenir vous avez de ce match contre Liège? Alors le souvenir Standard de Liège. Oui, c'était le FC Liège. Et à l'époque, c'était mon premier match en championnat. En coupe des villes de foire et Jean Snella avait fait confiance la semaine avant à Castellani pour faire une mi-temps dans un autre match et la semaine d'après il m'avait promis de faire ce match. J'ai fait une mi-temps et donc c'était à 16 ans et demi, 17 ans, c'est un rêve. La pelouse, c'était vraiment un rêve, donc j'ai fait ce match et j'étais heureux et ça a démarré là. Et le match d'après, ça a été contre Bastia. Voilà, c'est votre premier match en division 1, c'est 1973 et vous jouez à Bastia, donc à Furiani. On connaît un peu l'ambiance de cette époque à Furiani où il y avait encore la tribune en bois au fond là-bas. Voilà, vous faites 3-3 là-bas, le score 3-3. Oui. Et Hervé Rivelli, je crois, dans l'équipe. Il y avait Hervé Rivelli qui avait marqué avant-centre, qui avait marqué 2 buts. Et c'est vrai qu'en Corse, c'est jamais facile d'aller jouer, de gagner, de faire match nul.
Et on a d'autres péripéties, peut-être qu'on va aborder tout à on va l'heure, en parler après. concernant les matchs à Bastia. Bon, ça se passe différemment aujourd'hui, hein. Mais Il nous manque un peu les Bastia depuis le dernier. ouais, c'est vrai. Non. Mais Vous rigolez bien avec quoi. Bastia, c'était mon deuxième match, mon premier match pro de championnat, et ça a été un match. J'étais junior, donc pour moi, j'arrivais dans le football professionnel, mais disons que je me suis senti à l'aise avec mes coéquipiers. Bon, on avait une équipe aussi qui avait du répondant. Qui avait de l'expérience. Oui, absolument. On va en parler juste après. Et puis vous jouez aussi, alors, je ne sais pas, peut-être que les anciens se souviennent de ce fameux match amical de préparation pour la Coupe du Monde, donc 1974, l'OGC Nice reçoit l'Italie. Les Italiens voulaient faire un match de préparation, et donc à l'époque il y avait Antonioni, Dinosov dans les buts, et l'OGC Nice gagne 1-0. Exact. Et là, vous jouez ce match. C'était je crois un mercredi après-midi au Stade du Ré, et les Italiens avaient demandé d'avoir un sparring partner pour faire un match, et donc on se demandait comment on allait être mangé. Puis au fil du match, on avait pris un petit peu l'ascendant, et moi je fais une action sur le côté gauche, je suis descendu, et qui s'est chargé Du penalty. C'est pas le penalty, c'est un coup franc à 25 mètres, et Katalinski, donc qui avait une frappe de mule, qui marque le but de la victoire. Et cette équipe d'Italie, je crois qu'un an après, elle est championne du monde, quoi. Donc c'était un bon souvenir. Alors on va rappeler un petit peu l'équipe de l'époque. Alors l'entraîneur c'était Vlatko Markovic. Oui. Et puis bon, on va rappeler ça, les joueurs principaux de l'équipe. On va pas citer tous les joueurs, mais il y avait notamment l'équipe de rêve, Dominique Baratelli, Jean-Pierre Adams, Daniel Sanchez, Roger Jouve, Leif Eriksson, Jean-Noël Luc, Charles Loubet, Francis Camerini. Mais il y en a 5 qu'on a reçus ici. Vous êtes le 6e. On n'a pas reçu encore Francis Camerini. Ouais, Francis. Et il faudra le motiver pour venir. Absolument. Et, par contre, cette saison-là, malgré, c'est vrai, une très belle équipe, la saison n'est pas ce qu'on attend, puisqu'on termine 14e. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez parlé du fameux match contre Angers pour ne pas descendre. Alors parlez-nous un petit peu de cette saison. Vous avez joué quand même 17 matchs, alors que vous étiez tout jeune, vous avez à peine 20 ans. Moi, je rentrais dans cette équipe, donc je ne connaissais pas trop le niveau du championnat. Et c'est vrai que c'était une saison difficile pour l'OGC Nice. Lors du dernier match, c'était la saison, je crois, où il y avait le bonus. Oui, c'est ça. Quand vous marquiez 3 buts, vous avez 1 point supplémentaire. Et ça a été vite enlevé après la saison d'après, parce qu'il y a eu un match où Reims et Monaco avaient fait 6-3 et ils s'étaient sauvés aussi de la descente. Cette histoire de bonus. Voilà. Mais à l'époque, la victoire valait 2 points d'ailleurs. Et la victoire valait 2 points. Et donc ce match contre Angers, c'était le match à ne pas perdre pour ne pas descendre. Et nous avions gagné 4-1. Moi j'avais marqué les 2 premiers buts. Et il y avait en face de nous Jean-Marc Guillou qui jouait à Angers, qui est venu la saison d'après à l'OGC Nice. Et nous sur le terrain, Jean-Marc et moi, on s'était pris un petit peu, même pas mal. C'était accroché un peu. Voilà, puis on s'est retrouvés l'année d'après, mais bon, sans rancune, on s'est retrouvés ensemble. Voilà. Oui, d'ailleurs, après, Jean-Marc Guillou devient international, d'ailleurs, assez rapidement. Absolument. Et par contre, vous avez, on se souvient qu'à l'époque, vous aviez été sélectionné en équipe de France à prime, puisqu'à l'époque, il y avait 2 sélections. En fait, il y avait une sélection comme on fait maintenant, des 20 meilleurs français, et après une sélection du 20e au 40e. Exact. Et vous vous souvenez que. Alors, qui c'est qui était venu vous voir? Je crois que ça vous l'avez dit, mais Ah oui, c'était Stéphane Kovacs. Stéphane Kovacs qui était venu vous voir parce que Rocheteau était blessé à l'époque. Oui, Stéphane Kovacs, qui était venu me voir pour remplacer Rocheteau, qui était blessé, mais en définitive qui avait pu jouer. Et Stéphane Kovacs, c'était l'entraîneur qui avait gagné 3 Champions League avec l'Ajax Amsterdam. Et donc la fédération avait jugé utile de le faire venir pour stimuler un petit peu l'équipe de France. Bon, aujourd'hui, on a quand même des bons entraîneurs français. Donc c'est bien que ce soit un Français qui entraîne l'équipe de France, je pense, quoi.
Vous avez laissé des bons souvenirs, Stéphane Kovacs, globalement. Oui, des bons souvenirs, parce que Stéphane Kovacs, ce qu'il faisait, il allait à l'entraînement des joueurs des équipes de club, et il allait voir les joueurs, il discutait avec, il expliquait son travail, il allait à Monaco, il allait à Nice, il allait à Marseille, il allait de partout, donc il faisait la tournée de tous les clubs. Alors Markovic, c'est quelqu'un qui à l'époque basait aussi son équipe beaucoup sur le physique aussi, enfin l'entraînement physique, enfin l'entraînement, on va dire au niveau d'entraînement. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous quel souvenir vous avez de Markovic? Il a été critiqué à une époque en disant oui, on fait beaucoup de tours de terrain, enfin j'exagère, mais... Oui, avec Jean Snella, c'était l'entraînement avec ballon. Avec Markovic, c'était l'entraînement physique, la rigueur. Alors, nous, on était 3 jeunes qui étions dans le groupe professionnel. Il y avait Zambelli, Sanchez et moi. Et nous, on arrivait à digérer physiquement ce que nous proposait Markovic. Mais les anciens avaient plus de mal parce qu'ils n'avaient pas été habitués à avoir un entraînement aussi fort. Donc c'est pour ça que les anciens, des fois, avaient du mal. Mais il faut s'adapter. Alors vous m'aviez parlé il y a une anecdote assez marrante que vous allez nous raconter. Je pense que les anciens qui sont ici se souviennent de cette anecdote, de la photo. Christian, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais peut-être Michel s'en souvient plus, mais bon. La photo du Crazy Horse, tu t'en souviens, non? Non, en fait, alors, Thierry, voilà, je vous laisse expliquer cette histoire du Crazy Horse. Vous allez voir, c'est assez savoureux quand même. L'histoire du Crazy Horse. Donc, il y avait un match contre l'Allemagne de l'Est, équipe de France A et équipe de France A', sur 2 terrains différents. Et ce jour-là, l'OGC Nice, il y avait 8 joueurs de l'équipe de Nice en équipe de France A et 3 joueurs en équipe de France A', donc Sanchez, Zambelli et moi. Et les autres joueurs, il y avait Hugues, Jou, Adams, Baratelli, j'en oublie, ils étaient 8. Et après ces 2 matchs, le président du club de Nice qui s'appelle Leuillet nous a invités au Crazy Horse à la fin des 2 matchs. Donc nous sommes allés au Crazy Horse, on a visité les coulisses du Crazy Horse, on a fait des photos avec les femmes dénudées. Mais c'était très intime, il n'y avait pas de problème. Ça a rien passé après, quoi. Il y aurait juste la photo à l'intérieur du Crazy Horse, mais pas ailleurs. Sauf que quand on est revenu en avion de Paris, qu'on a atterri à Nice, sur le journal ce matin, il y avait la grosse photo, l'OGC Nice au Crazy Horse. Et il y avait l'épouse à Zambelli, mon épouse qui est ici dans la salle, qui sont venus nous chercher, on était super amis. Donc Henri, il lui a donné un parfum qu'il avait acheté sur Paris. Elle lui a acheté dessus. Elle lui a jeté dessus. Voilà, ça c'est une anecdote, on se le rappelle souvent. Voilà. Et vous n'avez pas acheté de parfum à votre femme, non? Non, mais où elle est mon épouse? Alors comment vous l'aviez pris, madame? Comment tu l'avais pris? Très bien, bon, ça va. C'est pas vrai. J'ai pas eu le parfum. Il a été malin, il n'a pas acheté de parfum. Enfin bon, voilà, c'était une époque assez marrante, quoi. C'était Non, à l'époque, c'était une époque assez bon enfant. Donc, ce matin faisait déjà des effets de style un peu comme aujourd'hui, quoi. Parce que déjà, en ce moment, ils font aussi un peu ils essayent un peu de faire du... C'est normal, il faut faire vendre le papier. Il faut faire le buzz. Il faut faire le buzz, comme on dit voilà, à l'époque. Aujourd'hui, plutôt. Alors, il y a aussi l'histoire, on va raconter, vous avez pas mal d'anecdotes à nous raconter, puis vous allez nous raconter maintenant l'histoire du vélo pliable. Le vélo pliable, alors c'est Leuillet, le président Leuillet, qui avait les cycles de Loire-Atlantique, qui nous avait dit, si vous allez faire un résultat à Saint-Étienne, j'offre à tout le monde un vélo pliable. Voilà, donc, bon, il faisait du vélo, donc on prend ce qu'il y a, on a pris le vélo. On est monté à Saint-Étienne, donc faire le match, et Saint-Étienne n'avait pas perdu de points, je crois, depuis 5 ans sur son terrain. Et ce jour-là, donc, moi je marque le premier but pour Nice,
et Rocheteau égalise dans la deuxième mi-temps et on fait 1-1. Et donc la semaine d'après, on a vu un camion arriver à l'entraînement et il y avait les vélos pliables qui arrivaient à l'entraînement. Alors je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se rappellent de cette petite anecdote, mais c'était super marrant parce qu'on sortait de l'entraînement, on prenait notre vélo, là, et on se faisait tous, on était une dizaine à faire le tour du vélo, quoi, le tour du stade. C'était des challenges que le président nous envoyait de temps en temps. Alors on va passer à la saison suivante. Alors, donc la saison suivante 75-76. Alors il arrive ce qu'on disait, donc il arrive Henri Zambelli, Josip Katarinski et Jean-Marc Guillou. Donc ça c'est la saison dont on parlait, hein, c'est toujours Markovic qui est l'entraîneur. Alors il y a ce fameux match avec Robert Wurst, qui était pourtant un arbitre plutôt sympa à la base, qui ne voit pas la match. Alors vous m'en aviez parlé de ce match Coupe de France contre Bastia. Là c'était quand même très spécial parce que là on se fait éliminer la Coupe de France, alors qu'il y a quand même des faits en dehors du terrain, c'est grave. Ce match, aujourd'hui, ne pourrait pas avoir lieu dans les mêmes conditions. C'est un match, aller-retour, on avait fait à Nice, on perdait 2-0. On fait 2-2, je crois. On fait 2-2. Moi, je marque le but à la 89e minute, c'est le deuxième but. Kataneski marque avant un penalty. Mais pendant le match, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en souvient, à Bastia, il y avait Djadjic, l'ailier gauche magique. Dragan, voilà. Et il avait été fauché assez sèchement par Jean-François Douis. Et ça avait fait un peu une émeute dans la tribune. Et quand on est sorti du match, on sentait que ça n'allait pas bien se passer là-bas. Et surtout que le lendemain, à Nice, Jean-Noël Luc avait eu son magasin dynamité. Et donc on avait eu des gardes du corps pendant toute la semaine, chacun, tous ceux qui avaient joué, avant le match retour. Et au match retour, ce que faisaient souvent les Bastiais, ils allaient sous les fenêtres de l'hôtel et les pétards toute la nuit. Mais ce qui s'est passé de plus grave, c'est que le bus qui nous a amenés au stade, au lieu de nous arrêter au vestiaire, nous a arrêtés devant le stade. Vous savez qu'on a dû traverser tout le stade. On s'est fait frapper à certains endroits par des Bastiais, les Corses. Et Kataneski a reçu une pierre sur la tête, donc lui, il était ouvert, il n'a pas pu jouer. Jean-François Douis, il a reçu des coups quand on a passé un portail, il n'a pas pu jouer. Et à l'époque, il n'y avait que 12 joueurs. Un seul remplaçant. Il n'y avait qu'un seul remplaçant. Ça fait que nous étions plus que 10 pour jouer. On ne voulait pas jouer, le président il nous a dit le délégué va faire un rapport, il faut que vous alliez jouer. Donc on est allé jouer, ou on a fait semblant de jouer plutôt. Et le match, il a été à rejouer à Nancy. Parce qu'en fait, il y a 4-0 sur ce match, mais ce qui est normal, je veux dire, après, vous n'étiez pas dans un état psychologique pour jouer. Exactement. Mais ce match, la commission avait pris les devants et a dit on va rejouer ce match à Nancy, parce qu'on s'éloigne un peu de Nice et de Bastia. Et le plus terrible, c'est que j'ai réalisé, moi, quelques années après, le plus terrible, c'est que, je ne sais pas, une semaine avant le match, on nous réunit dans une salle, le président, l'entraîneur, les joueurs, et une personne, Mazot, qui était ministre des Sports à l'époque, et on nous dit, vous n'irez pas jouer à Nancy contre Bastia pour raison d'État. Donc on a été, je crois, le premier club à faire forfait pour un match de Coupe de France. Voilà. Et ça, ça ne pourrait pas se passer, ça, aujourd'hui. Mais à l'époque... Sur ordre de Giscard. Ouais, c'est ça. Sur ordre de Giscard. Sur ordre de Giscard, exact. Bon. Parce qu'on a vu l'année dernière avec le match de barrage contre Ajaccio, le match contre le Havre, il y a eu 100 fois moins que ça et le match n'a pas eu lieu. Quoi. Ouais, il a été reporté. Mais bon, c'était avant, il y a 40 ans. Oui, à Bastia, c'était... Ça a changé. Non, à l'époque, c'était quand même très très chaud. Enfin, bref. Alors, on va passer à la saison suivante. Alors, c'est Markovic, la saison suivante est assez compliqué, puisqu'en fait Markovic est remplacé par Jean-Marc Guillou, qui fait le rôle d'entraîneur-joueur à l'époque. Oui. Puis par Léon Rossi, avec l'arrivée, on a quand même l'arrivée de deux grands joueurs qui sont, vous avez dû apprécier, je pense, Nedad Djekovic, bien sûr, qui marque 19 buts cette saison-là, et Namatingé Toko, qu'on a reçu aussi, tous les deux.
Et là, vous jouez 13 matchs et vous faites une belle saison encore sur cette saison-là. Et on termine 7e. Vous vous souvenez de cette saison avec l'arrivée de Bieco? Oui, Bieco, c'était un joueur de talent. Ben, tout le monde le connaît, la classe pure. Hein. C'est comme Jean-Marc Guillou, c'était la classe pure techniquement. Et après, dans une équipe, il faut trouver l'amalgame pour être efficace. Mais Bieco, on adorait jouer avec lui parce que il était beau à avoir joué et puis toujours disponible pour les joueurs qui jouaient autour de lui. Et cette saison, c'est une saison en demi-teinte parce que vous êtes blessé, je crois. Ouais, j'ai été blessé. J'ai eu une entorse au genou et j'ai été blessé 2 mois et demi dans cette saison. Donc. Et Roger Jouve aussi se blesse pour cette saison. Roger Jouve. Alors ça, c'est quand on fait le match contre Reims en Coupe de France. La demi-finale. Demi-finale contre Reims. Roger se blesse, donc on fait rentrer le remplaçant, et moi je me blesse 10 minutes après. Donc l'équipe a joué à 10 contre Reims et on avait perdu 1-0, malheureusement. Alors après, on va parler de... Alors ensuite, les saisons suivantes, il y a cette fameuse finale de Coupe de France contre Nancy, qu'on perd avec le but de Platini. Exact. Ouais. On se souvient, on va pas épiloguer sur cette triste finale, je dirais, pour nous. Et puis ensuite, vous êtes la saison suivante, donc vous jouez un petit peu moins, et donc vous êtes transféré à Alès. Du coup, vous demandez à partir à Alès. Oui, je suis parti à Alès en milieu de... C'est Gérard Gilly, l'entraîneur, je crois. Oui, il y a Gérard Gilly. Je suis parti au mois de décembre, mais je suis resté qu'au mois de juin. J'ai fait une demi-saison à Alès. Bon, le point positif, on avait battu l'équipe de première division de Sochaux en Coupe de France, en 8e de finale de Coupe de France. Et sur penalty, moi j'avais tiré le dernier penalty. Voilà, c'est le souvenir que vous avez d'Alès. Voilà, d'Alès, parce que bon, quand on reste 6 mois dans un club, on n'a pas énormément de souvenirs. À part que autour de moi, il y avait des joueurs très sympas, comme Gilly, comme Chazareta, Pasqualetti. Oui, à l'époque, Gérard Gilly était joueur, il n'était pas entraîneur. Il était gardien de but. Oui, c'est vrai, exact. Gardien de but. Alors ensuite, tranquillement, vous arrêtez votre carrière et vous occupez. Je crois que François Léotard, vous jouez un petit peu à Muret, puis François Léotard vous demande de vous occuper, alors tenez-vous bien, de l'Olympique Méditerranée de Fréjus-Plage. Alors c'est un club de vacances, c'est quoi ça? Presque. Non. C'est-à-dire qu'à Fréjus, il y avait un club de football qui s'encroutait. Donc François Léotard m'a demandé il y avait un club de quartier, de faire un peu une opposition à ce club de football qui s'encroutait. Et donc il m'a demandé de venir pour mettre en place le football de partout, pas que dans le club, dans les écoles, sur les quartiers, etc. Juste pour précision, François Léotard, c'était le maire de Fréjus de l'époque, hein, oui. RPR ou ministre de la Culture. Oui, enfin. Oui. Absolument. Et donc le club que j'ai monté, disons, eh bien, il est monté au même niveau que l'autre club. Et donc, à un moment donné, il fallait rassembler les deux clubs. C'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on est arrivé à monter une structure pour les jeunes et pour le club qui tiennent la route, et où les personnes se retrouvaient un petit peu ensemble. Voilà, en 2009, d'ailleurs, Fréjus a ensuite fusionné avec Saint-Raphaël pour créer l'étoile Fréjus-Saint-Raphaël. Absolument. Je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que les deux villes se touchent, il y avait deux clubs, c'était une grosse rivalité, c'était pas très sain. Voilà, ça a permis de monter un club un peu plus structuré aujourd'hui. Beaucoup plus structuré. Il va d'ailleurs avoir un nouveau stade prochainement. Absolument. Il va y avoir. Vous êtes fréjusien encore, hein, toujours, vous êtes toujours. Je suis toujours fréjusien, oui. Donc et puis on vous voit souvent au match, en fait, moi je vous vois souvent dans la tribune, on se croise souvent. Ouais, vous faites à chaque fois, tous les 15 jours, la route de Fréjus en fait. Absolument. Voilà. C'est pas trop compliqué. Je suis resté 20 ans en tant que directeur général du club de Fréjus, donc j'ai quand même encore dans mon cœur Fréjus, Saint-Raphaël, pour moi c'est la même chose. Moi aussi j'ai fait un petit tour là-bas, et vous connaissez bien Antoine Mancino alors? Antoine Mancino qui était le secrétaire du club, avec qui j'ai travaillé, oui, absolument. On le salue d'ailleurs. Alors, parlez-nous un petit peu de... Vous avez connu le Ray, maintenant vous connaissez bien sûr l'Alliance Riviera, et puis même si on regrette bien sûr cette ambiance au Ray, enfin cette proximité avec le public, je dirais.
Mais bon, c'était nécessaire. Et vous avez visité le nouveau centre d'entraînement également. Parlez-nous un petit peu de ces deux avancées. Alors, déjà au niveau du stade Alliance Riviera, quand on voit les structures, quand on voit ce qui se passe autour, le service communication, tout ce qu'il fait pour les jeunes, là, j'ai mes deux petits-enfants là, ils se régalent à venir l'avant-match pour faire des tirs au but, pour aller dans les manèges. Voilà. Ça, c'est Ils super. font partie du Méfi Club. Ils font partie du Méfi Club et ils adorent. Et après, le centre d'entraînement, c'est sûr qu'il y a les chambres, vous pouvez vous reposer le matin, après Vous pouvez faire les mises horaires aussi. la mise horaire, tout ça. C'est sensationnel. Nous, on allait au Petit Palais à Signé, on allait dans des endroits, dans des hôtels de Nice pour faire la mise horaire. Mais c'était pas la même chose. Là, Julia et Raphaël, viens là, viens. N'aie pas honte. Alors, Ça, c'est les futurs supporters. voilà. Alors aujourd'hui, vous avez travaillé ensuite bien sûr au service des sports de Fréjus, et puis là, maintenant vous organisez toujours, après vous avez organisé un championnat de foot en salle, et donc vous occupez toujours un petit peu de ça, Voilà, du foot en salle. j'ai monté en 2003 le foot en salle dans l'agglo, où les gens viennent s'amuser, c'est-à-dire que c'est pas le championnat pour gagner à tout prix, c'est des gens qui veulent se faire plaisir. Donc il y a la poste, la gendarmerie, il y a des quartiers, ils viennent s'amuser le soir, le mardi soir, le jeudi soir, ils viennent s'amuser et pratiquer le football pour passer du bon temps. Voilà. Alors on va passer aux questions des supporters. Peut-être toi, tu as une question pour ton papy? Non. Non, t'as pas de question? Non. C'est quoi ton prénom? Raphaël. Et toi, tu as une question pour ton papy? Je suis fière de lui parce qu'il arrive à avoir la coupe aujourd'hui. C'est quoi ton prénom? Julia. Et c'est quoi ton joueur préféré aujourd'hui de l'OGC Nice? Tante. Très bon choix. On va passer aux questions des supporters. Christian, peut-être pour inaugurer. Allez, Christian, comme d'habitude. Thierry, bonjour. Donc une Bonjour. petite question. Qu'est-ce que tu penses en fait des bruits entre les Chinois, le soi-disant repreneur anglais, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne connais pas tellement les tenants, les aboutissants de toute cette histoire. Moi, j'ai le cœur rouge et noir comme vous. Je supporte le club malgré tout. Et j'aimerais que ça se dénoue pour savoir où on va l'année prochaine et qu'on puisse tous ensemble vivre des bons moments avec le club, quoi. Mais après, cette salade niçoise... Et après, j'ai une question. Est-ce que tu n'aurais pas aimé jouer avec ton frère Claude? Absolument, ouais, j'aurais adoré. Et Claude est là, je vois. Et j'aurais adoré jouer avec mon frère Claude parce que je sais que j'aurais eu la passe millimétrée. Parce que Claude, c'était un technicien hors pair. Je sais que j'ai eu la chance de jouer contre lui au Parc Impérial. C'était un phénomène. Ouais, exactement. Voilà. Mais dans la famille, on a tous le cœur rouge et noir. J'ai un troisième frère. Ça fait 50 ans qu'il est au club, Christian. Et il a joué, juste une petite anecdote, il a joué en 3e division à l'OGC Nice. On l'appelait la couleuvre. C'était comme Jufféry qui l'appelait la couleuvre. Parce que c'était un feignant. Donc il disait c'est une couleuvre. Mais il marquait toujours des buts de la pointe. C'était un buteur. Voilà. Juste pour lui rendre hommage à Christian. Et Claude, il avait un surnom aussi dernier. Le poulpe, Claude, on l'appelait. Ouais, le poulpe, ouais. Il avait des tentacules de partout. Tu croyais que tu l'avais passé, mais il te reprenait le ballon. C'est la façon de Étienne. courir. Question d'Étienne. Bonjour Thierry. Quelle a été ta motivation pour devenir joueur de football et devenir professionnel? Est-ce que tu penses avoir été un élément moteur par rapport à ton frère Claude, qui est devenu footballeur, qui a suivi ta trace? Alors les motivations, je regarde les motivations des enfants, ils regardent la télé, ils voient des footballeurs, ils ont envie de faire la même chose, ils vont sur les terrains, et après tu vas dans un club, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu as toujours envie de jouer, de gagner, tu tombes sur les bons éducateurs, après ça devient plus sérieux, et tu as envie, tu regardes les professionnels sur le terrain, tu te dis, tu as les gros yeux, tu te dis tiens j'aimerais un jour faire comme ils font, et puis le jour arrive grâce
à des rencontres grâce à un entraîneur. Moi, c'est comme Ferry et Snella, et puis d'autres, c'est d'autres entraîneurs. Après, on aurait peut-être préféré être dans la nouvelle génération pour gagner plus d'argent, mais moi, je ne regrette pas l'époque à laquelle j'ai joué, parce qu'on était tous camarades dans l'équipe. C'est tout à fait différent, parce qu'on se retrouvait chaque année, on rigolait ensemble, on sortait ensemble, on faisait des repas. Chaque époque a ses avantages, mais on regrette rien. C'était une époque, quand on se retrouve dans la tribune, c'est un grand plaisir de retrouver les anciens. Des fois, Roger me dit, tiens Thierry, tu devrais venir à Jean-les-Pins, on joue au boule. Dario, Pedro, qui lui dit, mon épouse, elle aimerait bien voir ton épouse. Tu vois, il est resté des liens entre notre génération, et pourtant, ça fait 40 ans déjà, 45 ans, mais quand on se retrouve, c'était comme si c'était hier. Voilà. Une dernière question? Ah, allez, Christian. La troisième. Est-ce que tu as un but particulier que tu as marqué avec Nice qui te tient le plus à cœur? Alors, le premier but que j'ai marqué en championnat, c'est un centre de Loubet, donc je ne sais pas si tu te rappelles de Loubet, et je fais une reprise de volée, c'était contre Metz, et vous regarderez sur les articles que j'ai amenés, il y a marqué Eriksson qui pleure et Massa qui rit, parce que je suis rentré à la mi-temps, le 0-0, j'ai remplacé Eriksson, et vers la 80e minute, je fais une reprise de volée. Hola mio bella Nisa, regina dei flu, li ti Torisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io ti tanri de cor, li ti verdi campagna, li tiu gran sole d'or.